Voici les armes longue portée envoyées par les Américains en Ukraine. Des missiles ATACMS capables d'atteindre une cible à près de 300 km. Cela fait des mois que Kiev réclame de pouvoir les utiliser pour atteindre le territoire russe. Joe Biden a fini par dire oui. L'information a fuité dans la presse. L'Ukraine peut désormais frapper en Russie. Les frappes ne se font pas avec des paroles. De telles choses ne sont pas annoncées. Les missiles parleront d'eux-mêmes. J'en suis certain. Voici la zone que pourrait désormais frapper l'armée ukrainienne avec ses missiles. Un périmètre où se trouvent de nombreuses bases militaires, mais aussi des aérodromes utilisés par le Kremlin contre l'Ukraine. Hier encore, les Russes ont visé Soumy, un tir qui a fait au moins 11 morts. Autre objectif de Joe Biden, permettre à Kiev de poursuivre son offensive en Russie, dans la région de Koursk. Aujourd'hui, les Ukrainiens ont gagné quelques centaines de kilomètres carrés en territoire russe, cette fameuse enclave de Koursk. S'ils parviennent à garder cela avant le début d'une négociation, ils arrivent avec un avantage. Koursk, une région qui en ce moment cristallise toute l'attention avec le déploiement aux côtés des Russes de milliers de soldats nord-coréens. Une zone où l'Ukraine doit tenir alors que Donald Trump pourrait forcer Kiev à négocier avec la Russie. Ulrich Bouna, qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'il s'agit là d'un véritable cap dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie? Alors, symboliquement, c'est extrêmement fort, effectivement. C'était l'une des dernières lignes rouges que s'étaient auto-mises les Occidentaux par rapport à la Russie. Après, effectivement, d'un point de vue militaire, il reste à voir les détails. Il semblerait quand même que les Américains aient conservé une espèce de droit de veto sur les cibles qui pourraient être atteintes et aussi la répartition géographique des zones. Il semblerait qu'effectivement, ce soit uniquement la zone autour des territoires conquis sur l'oblast de Koursk qui soit concernée. Donc ça va limiter un peu les choses et ça va d'autant plus les limiter que les Russes s'y préparent aussi depuis des mois. Le reportage parlait des aérodromes. On a déjà vu les principaux bombardiers en fait, russes être retirés au-delà de la portée de 300 km des ATACMS. Donc effectivement, c'est symboliquement très important, mais militairement, ça ne va pas non plus avoir l'effet que ça aurait pu avoir si cette décision avait été prise il y a plusieurs mois. Valéria Formuntian, on vient d'entendre. Comment vous analysez la réaction de Volodymyr Zelensky qu'on vient d'entendre dans ce reportage, hein? Ce ne sont pas les mots, mais les armes qui vont jouer. Comment comprendre cette réaction? C'est d'entendre en VO et pas en traduction. Alors justement, expliquez-nous. Clairement, il estime que ce n'étaient pas des annonces qui devaient être faites publiquement. C'est quelque chose qui aurait dû rester secret, peut-être, et avoir l'effet de surprise. Donc il est presque dans la déception qu'il exprime en disant ce genre de choses ne s'annonce pas, ce genre de choses se fait. Exactement. Et puis de toute façon, pour les cibles, ça fait des mois que Zelensky parle de dépôts de carburant, de dépôts de munitions et de l'endroit où on stocke des aéronefs qui vont bombarder l'Ukraine, que ce soit les avions ou les drones. Alors, Général Patrick Dutard, vous nous avez rejoint en plateau. Bonjour. Bienvenue, Général de l'Armée de l'Air. Merci d'être avec nous cet après-midi sur France Info. À l'instant, on parlait de cette réaction de Volodymyr Zelensky. Je ne sais pas si vous avez entendu ce sujet. Comment le comprendre? Effectivement, comme on le disait à l'instant, en fait, cette annonce de ces missiles de longue portée, ça aurait dû être plus secret. Il regrette cette annonce publique? Oui, peut-être. Ce sont les médias qui l'ont annoncé, effectivement, parce que c'est un phénomène important quand même. C'était un frein depuis des mois, presque des années, de ces tirs à longue portée. Et c'est vrai que ça change la donne. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un effet de surprise. Et si on l'annonce comme ça dans les médias auparavant, eh ben, les Russes se doutent bien qu'on va utiliser cet armement et donc le ciblage risque d'être totalement différent. Vous voyez, dans la mesure où ces missiles pourraient atteindre certaines cibles, la réaction russe, c'est de dire « Oh là, mais attention, maintenant je suis à portée des ATACMS et donc je vais évacuer ces zones. » Donc ça a un impact direct, si vous voulez, sur les combats et l'issue du conflit.
Donc c'est vrai qu'il a tout à fait raison de dire qu'on aurait mieux fait d'être discret, ce genre de choses. Ulrich Buna, vous voulez réagir? Et je pense que justement c'est la raison pour laquelle, pour le coup, la position française est plus ambiguë en fait. Il y a eu une déclaration du président de la République au mois de mai qui disait que rien ne pouvait être exclu. Et effectivement, ça a été redit par le ministre des Affaires étrangères ce matin. Donc ça prouve bien qu'effectivement, il est probable que le feu vert soit donné, puisque finalement, la raison pour laquelle les Ukrainiens n'utilisaient pas les Storm Shadow, les Scalp, c'est parce que les Américains s'y opposaient. Donc de fait, si ce veto tombe, normalement, je pense que les Ukrainiens devraient pouvoir utiliser les missiles français et anglais. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas de volonté de l'afficher, parce qu'effectivement, il faut que ça conserve une pertinence sur le terrain. Ce que vous disiez, c'est que c'est vrai, on l'entend presque un peu déçu, Volodymyr Zelensky, parce que c'est un peu tard, peu et tard. Et finalement, ce qu'on entend dans sa voix, c'est aussi de dire « je vais juger sur pièce », parce que les annonces, c'est bien, mais les Américains ont tergiversé pendant des mois avant d'accorder des chars Abrams. Finalement, c'est arrivé trop tard, pareil pour les F-16. Donc on a l'impression qu'à chaque fois, les États-Unis se refusent aux demandes des Ukrainiens et que finalement, quand ils ne demandent plus parce qu'ils sont lassés et que finalement, ils trouvent d'autres façon de faire, c'est là que les États-Unis lâchent du lest. Moi, ce que j'entends dans la voix de Volodymyr Zelensky, c'est de la lassitude aussi et un peu de résignation. Alors justement, concrètement, on va essayer de voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce que ces fameux missiles longue portée peuvent changer sur le terrain? On va voir cela avec Florence Thiel. Ces missiles balistiques peuvent toucher des cibles situées à environ 300 km et selon leurs constructeurs, elles peuvent aussi contenir jusqu'à 226 kg de charge explosive. Alors selon une estimation récente, Washington disposerait de 2500 de ces attaques MS, dont 1500 avec une portée de 300 km. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les Ukrainiens, ils disposent déjà de ce type de missiles, mais pour l'instant, ils sont en quelque sorte bridés. Ces missiles ne peuvent atteindre pour le moment qu'une portée de 165 km et leur usage est strictement limité au territoire ukrainien. Et ça va permettre de nouvelles opérations pour les Ukrainiens, Florence ? Exactement, et la première cible, c'est cette zone située au nord de l'Ukraine, donc à la frontière ici avec la Russie, la région de Koursk. En fait, ces missiles permettraient à Kiev de poursuivre son offensive dans la région au moment où des milliers de soldats nord-coréens ont été déployés aux côtés des troupes russes. Alors maintenant, si on regarde plus largement cette fois une carte ukrainienne, voici la zone que pourraient atteindre ces missiles ukrainiens. C'est la zone que vous voyez ici en jaune, un périmètre où se trouvent de nombreux sites militaires russes. Ce sont tous les points blancs que vous voyez ici, des sites militaires comme par exemple des réserves de munitions, des hangars de maintenance, des centres de communication ou bien encore des bases aériennes d'où décollent les avions russes qui frappent actuellement l'Ukraine. Selon un centre de réflexion américain, près de 250 bases et installations militaires en Russie pourraient être atteintes par ces missiles américains de longue portée. Merci beaucoup Florence. Florence Thiel, Ulrich Buna, je voyais réagir. Ça peut quand même permettre d'affaiblir l'armée russe, ces missiles longue portée américains. Oui, tout à fait. Surtout si effectivement ce sont des dépôts de munitions qui sont visés, des dépôts de carburant, des concentrations de troupes, ça peut effectivement provoquer une espèce ça va complexifier en fait la chaîne logistique de la Russie. Finalement, si on se rappelle un petit peu de ce qui s'était produit lorsque les HIMARS étaient arrivés sur le terrain, donc portés à environ 80 km, on avait vu que toute la logistique russe avait pris plusieurs semaines pour se réadapter et installer finalement des concentrations en dehors de cette portée des HIMARS. Et donc effectivement, on va probablement assister à la même chose avec une armée russe qui va devoir s'adapter. Alors elle a toujours un peu de mal à s'adapter. Donc il va y avoir probablement un répit de quelques semaines où les Russes vont peut-être devoir réduire un petit peu la cadence de leurs offensives pour justement se réorganiser au niveau logistique. Général, concrètement, comment ça peut se passer? À partir de quand déjà est-ce que ces missiles longue portée peuvent être utilisés? Très vite, alors dans la dernière livraison, à partir les avant-dernières et dernières livraisons, il y aura des missiles ATACMS qui seront mis avec cette portée de 300 km. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut faire en fait, c'est des arcs de cercle successifs par rapport à tous les points dans lesquels vous pourriez mettre ces fameux ATACMS. Et donc ça fait des arcs de cercle successifs. Ce qui est intéressant, c'est également au-delà de la mer d'Azov.
Ça, c'est également intéressant parce que là, quelque part, les Russes se sentent en sécurité, en relative sécurité. Ce qui est face au Donbass et de la zone de Koursk, là, actuellement, la limitation est dans la zone de Koursk, uniquement. Pour l'instant, il n'y a pas d'autorisation pour aller ailleurs. De même que pour les Storm Shadow et les Scalp, qui théoriquement seraient totalement autonomes au niveau de la règle d'emploi, parce que les Français et les Anglais ont donné leur aval. Mais il y a un composant américain. Et ce composant américain, pour l'instant, le feu vert n'a pas été donné. Donc, il va être intéressant de voir quel va être le discours officiel, parce que pour l'instant, c'est que par voie de médias, en fait, qu'on a appris que le président Biden autorisait cet emploi limité. Donc, mais effectivement, comme le disait Ulrich à l'instant, c'est-à-dire que on va pouvoir cibler certaines zones et surtout alléger la pression qu'il y a actuellement de la contre-offensive russe dans la zone de Koursk. Et éventuellement cibler, si nécessaire, d'ailleurs, des concentrations de troupes nord-coréennes. Et ça, c'est ce qui a fait changer, en fait, l'avis, en fait, de l'administration Biden. Ça, on va y revenir, mais ça, Aude, c'est ce qui a fait basculer les États-Unis, effectivement. En tout cas, effectivement, comme vous le disiez, on n'a pas de confirmation officielle de la Maison-Blanche, mais ce que le deep background, comme on appelle ça dans le jargon journalistique, c'est-à-dire les informations que donne l'administration Biden aux journalistes aux États-Unis, dont certains de nos confrères américains m'ont envoyé les briefings, ils insistent vraiment sur ces milliers de soldats nord-coréens qui ont déjà été déployés sur le territoire russe et potentiellement des dizaines de milliers d'autres. On parle de 100 000 soldats nord-coréens qui pourraient être mobilisables. Alors évidemment, pas tous en même temps, par rotation, mais effectivement, la Maison-Blanche invoque cette mobilisation comme la raison principale de ce changement de décision sur l'utilisation des missiles à longue portée. Alors je propose qu'on voit comment ça se passe sur le terrain, puisque sur le terrain, la guerre continue. On le sait, la ville d'Odessa a été frappée aujourd'hui. Des attaques massives russes ont également frappé l'Ukraine ce week-end. Selon le président ukrainien, 120 missiles et 90 drones vers l'Ukraine ont visé l'Ukraine sur Zaporijjia, Kiev, Odessa, à l'avant-veille du 1000e jour de guerre avec la Russie. Des attaques qui ont visé les infrastructures énergétiques et donc provoqué des coupures d'électricité. On va aller sur le terrain en Ukraine, retrouver notre envoyé spécial Gulliver Krag près de la ligne de front après l'annonce de l'utilisation possible de ces missiles longue portée américains. Quelle est la réaction côté ukrainien ? Alors j'ai parlé à plusieurs soldats aujourd'hui ici dans le Donbass. Tous bien sûr sont contents de cette nouvelle, ils s'en réjouissent, mais les avis quant à l'impact que cela va avoir sur le cours de la guerre sont un peu variés, mais plutôt ils n'ont pas de faux espoirs, je pense. Certains ont dit que tant que ce sera uniquement limité à la région de Koursk, ça ne va pas vraiment pouvoir avoir un impact sur la situation dans le Donbass, où la Russie continue d'avancer, de grignoter du terrain tous les jours. D'autres ont dit que cette limitation à la région de Koursk, ils étaient convaincus que ce serait seulement de courte durée et que bien sûr dans un avenir relativement proche, ils auraient l'autorisation de frapper des bases aériennes, notamment dans la région de Rostov en Russie, voisine du Donbass, et que cela pourrait rendre les tâches des soldats ici un peu plus faciles. Mais les soldats, il y a certains ici qui me disent encore qu'ils veulent continuer à se battre et qu'ils sont convaincus de pouvoir récupérer les territoires occupés et renouveler les frontières de 1991. Mais ceux qui sont un peu plus réalistes, et je dirais que c'est la plupart, me disent qu'ils sont fatigués et que maintenant ils attendent des négociations. Et ils s'attendent à ce que ces négociations aboutissent à au moins une sorte de gel du conflit. Je rencontre vraiment une grande fatigue chez les soldats ici et ils disent sans vraiment hésiter qu'ils sont en pénurie de personnel. Il manque d'hommes et c'est vraiment leur plus grand problème. Le fait de pouvoir frapper des cibles plus loin en Russie serait une solution s'ils pouvaient vraiment le faire de manière très massive. Et comme on vient d'entendre à l'antenne, ce n'est pas vraiment le cas, ne serait-ce que parce que les États-Unis n'ont pas fourni de telles quantités de ces missiles. Merci Gulliver Krag depuis l'Ukraine. Valéria Formunten, comment ça réagit en Ukraine? On voit que là, du côté des soldats, il n'y a pas un grand enthousiasme. Ils sont épuisés et ont quand même beaucoup de doutes sur la suite, que cette annonce des Américains risque pas de tout changer quand même, littéralement. Il y a un déséquilibre en termes de compétences. Clairement, d'un côté, nous avons des soldats ukrainiens plutôt formés, mais en très petit nombre.
avec une volonté de la part de leurs dirigeants d'avoir un management otanien, c'est-à-dire des rotations aussi souvent que possible pour leur permettre de se reposer, ce qui est extrêmement difficile avec le nombre aussi peu élevé de soldats. Et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle la chair à canon, c'est-à-dire que les Russes envoient du monde, des Nord-Coréens s'il le faut, et s'il y a des pertes, ils s'en fichent, parce que c'est ce que les soldats ukrainiens disaient, on est fatigué de les voir sortir par le même endroit, prendre le même chemin, on les abat et ça recommence. C'est psychologiquement déstabilisant pour eux. Et par ailleurs, les politiques ukrainiens trouvent de plus en plus qu'ils sont une monnaie d'échange ou un pion dans un jeu géopolitique bien plus grand qu'eux. Et ce genre de décision américaine, entre guillemets, à l'emporte-pièce qui sont dans les intérêts finalement proprement américains, les instrumentalisent et leur déplaît aussi fortement. Mais au-delà de l'épuisement, la majorité des Ukrainiens restent très fermes sur le fait qu'ils veulent retrouver l'intégrité territoriale de leur pays et ils ne veulent pas céder un mètre carré à la Russie. Est-ce que ce sera possible ou non? Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Général Dutartan, vous vouliez revenir aussi sur ce qui s'est passé ce week-end et le symbole que ça représente, effectivement. Oui, à plusieurs titres, parce que c'est la première fois depuis des mois, en fait, qu'une attaque aérienne qui soit aussi importante. Oui, là, on disait 120 missiles, 90 drones qui ont visé plusieurs villes. Absolument. Et à plusieurs titres. La première, c'est parce que le ministère de la Défense russe a reconnu sans état d'âme que oui, on a fait exprès de tirer sur les installations énergétiques. Alors, ils le disent carrément. Pourquoi? Parce que l'installation énergétique, ça sert surtout aussi à alimenter la production industrielle d'armement. Donc, ils n'ont pas eu d'état d'âme. Ils disent oui, on a visité ça. Donc, c'est quand même assez éloquent. Et la seconde chose, c'est les missiles qui ont été employés. On était habitués à 50, 60, 80, 100 drones qui étaient tirés depuis quelques semaines, tous les jours. Et là, ils ont utilisé plus d'une centaine de missiles Kh-101 qui sont, eux, des missiles de croisière. En fait, c'est un peu comme les Storm Shadow ou les Scalp, mais qui sont envoyés qui peuvent être envoyés à 1500, 2000 km, quasiment jusqu'à Lviv. Et ceux-là, ils ont des turboréacteurs. Donc, c'est des sortes de petits avions, enfin, des bombes planantes, mais enfin qui ne sont pas planantes, qui sont guidées avec un réacteur. Et donc ceux-là, ils sont beaucoup plus difficiles à intercepter parce qu'ils vont beaucoup plus vite. Et notamment, ces missiles-là ont été interceptés par les F-16. C'est intéressant à savoir, des chasseurs. Et la difficulté, c'est que ceux-là, ils peuvent être employés n'importe où sur le théâtre et une charge militaire plus importante que les petits Shahed qu'on a l'habitude de voir malheureusement tous les jours au-dessus du territoire ukrainien. Ulrich, vous avez vu ce qu'on vient d'entendre, l'utilisation des missiles longue portée américain. Est-ce que ça va changer vraiment quelque chose? Encore une fois, ça va changer ça peut changer ponctuellement et sur une zone assez restreinte, effectivement, la pression militaire mise par l'armée russe véritablement sur le front. Après, sur les frappes, on va dire, dans la profondeur menées par l'armée russe, ça peut permettre effectivement de viser certains aérodromes, d'où décollent les avions qui lâchent ces missiles-là. Néanmoins, les Russes y sont déjà préparés. Et effectivement, la plupart des avions qui transportent ces missiles sont déjà hors de portée. Donc, en fait, déplacer ces avions-là, ça permet aux Ukrainiens d'avoir un peu plus de temps, peut-être quelques minutes de plus pour voir arriver ces missiles. Mais effectivement, lorsque vous avez 120 missiles qui arrivent, 120 missiles, c'est vraiment... D'ailleurs, les Russes fonctionnent comme ça. Ils constituent des stocks pendant plusieurs semaines avant d'envoyer 120 missiles parce qu'ils sont sûrs de saturer finalement les défenses antiaériennes. Et donc, ils sont sûrs qu'une partie de ces missiles arriveront effectivement sur les centrales électriques ukrainiennes. Donc effectivement, si vous voulez, ça ne va pas avoir un impact direct, malheureusement, sur les capacités des Russes à frapper dans la profondeur. Valéria Formuntian, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que là, est-ce qu'il va être possible, par exemple, de récupérer les territoires qui ont été perdus jusqu'à maintenant? Est-ce que tout ça... L'Occident réagit toujours avec un train de retard d'après les Ukrainiens. Mais à la fois, d'une part, il faut que nous puissions produire, il faut que nous puissions voter. On reste des démocraties et certes, les décisions prises par une démocratie sont longues, mais elles méritent d'être soutenues par nos populations. Donc, évidemment, ça aurait été mieux pour les Ukrainiens avant. Maintenant, ça ne changera pas radicalement la scène militaire. Hein. Les professionnels ici, des spécialistes vous l'ont dit. Mais ça donne par contre
un ton géopolitique tout à fait différent. C'était les lignes rouges russes, tout d'abord, avant d'être occidentales, et ça implique quand même pas mal de choses du point de vue des négociations, surtout la veille de prise de pouvoir par un nouveau président américain. Donc ça aussi, ça peut être rejoué assez rapidement. D'ici le 20 janvier, il est possible que le nouveau président américain décide que finalement les Ukrainiens n'auront plus le droit de faire ceci ou cela ou autre chose. Mais il est quand même utile de rappeler que cette période très froide en Ukraine qui arrive est toujours le moment où les Russes profitent de terroriser les populations civiles autant que les populations militaires par l'anéantissement des infrastructures énergétiques qui permettent le chauffage, l'émission d'eau chaude et ainsi de suite. Et donc, on est sûr que cette période-là est la plus tendue. Et puis, on verra ce qui se passe avec le nouveau président américain. Alors, vous parliez de la réaction de Vladimir Poutine et de cette ligne rouge. Je vous propose de voir cette citation. Ça date du mois de septembre. Si cette décision est prise, cela signifierait rien de moins qu'une implication directe des pays de l'OTAN dans la guerre en Ukraine. Cela changerait la nature même du conflit. Ça signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Général Dutartre, ça veut dire que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie à partir de maintenant ? Non, et puis l'OTAN, c'est toujours le même narratif de Poutine qui est terrible parce que lui, il est dans sa logique intellectuelle et dès qu'il y a une réaction à ses propres attaques, il considère que on l'attaque pas du tout. On donne les moyens tout simplement à un pays souverain qui est l'Ukraine de se défendre. On ne fait rien d'autre que ça. Et c'est la moindre des choses que les armements qu'on lui livre, et puis c'est s'en servir, sinon ça sert strictement à rien. Et donc, oui, Poutine est dans ces narratifs-là. C'est ce qui est transmis sur les chaînes de télévision russes. Mais il faut, nous, inlassablement, qu'on dise... Mais camarade Poutine, on n'est pas là pour attaquer et on n'est en aucun cas en guerre avec la Russie. On donne simplement à l'Ukraine les moyens de se défendre. C'est rien d'autre que ça. Ouais, juste 2 points. Donc effectivement, il y a un discours propagandiste qui est que finalement la Russie est toujours attaquée. En fait, quand on écoute la propagande russe, la Russie est toujours attaquée par un Occident malfaisant. Et d'ailleurs, en fait, dans la perspective du Kremlin, il faut bien comprendre que pour le Kremlin, il se voit en guerre contre l'Occident. En fait, quel que soit ce que l'on fasse, en fait, on le voit bien dans les actions de déstabilisation menées par la Russie dans tous les pays occidentaux. On voit bien qu'effectivement, il y a une volonté de déstabiliser l'Europe, de déstabiliser les États-Unis. Mais donc ça sert la rhétorique russe de dire « vous voyez, ça y est, on est en guerre contre l'OTAN, vous en avez la preuve », ça sert complètement l'argumentaire de Vladimir Poutine. Alors oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, en fait, pour le coup, ça fait si on écoute le narratif russe, ça fait 2 ans que la Russie est en guerre contre l'OTAN, puisque l'une des raisons invoquées pour l'invasion, c'est justement de lutter contre et d'empêcher que l'Ukraine soit conquise par les ukro-nazis et les troupes de l'OTAN. Mais par contre, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en parallèle de ça, en fait, il y a un autre narratif propagandiste qui est, et d'ailleurs ça apparaît dans la presse aujourd'hui en Russie, qui est de dire finalement, peu importe ce que vont faire les Occidentaux, nous on est prêts, on n'a rien à craindre. Et donc c'est assez frappant, il y a toujours ce double narratif de dire... d'une part, regardez, les Occidentaux escaladent et du coup la patrie est en danger, et d'un autre côté de dire mais finalement c'est pas très grave et donc peu importe, on arrivera à gérer. Donc il y a toujours ce double narratif, c'est toujours assez fascinant à regarder. Valéria Fomondian, vous dites réagir. Poutine, il a toujours 3 piliers de communication. Il s'adresse à la population intérieure en premier chef, et il s'adresse ensuite à ses alliés et ensuite à l'Occident. Aujourd'hui, il invoque, et ce depuis qu'on a commencé à aider l'Ukraine à se défendre, le fait que l'OTAN est son ennemi numéro 1. Par ailleurs, il a fait quand même rentrer dans le conflit l'Iran avec les drones, la Corée du Nord au sol, et potentiellement la Chine prochainement avec d'autres typologies d'armements qui lui sont livrées. Donc, forcément, les réponses vont crescendo aussi côté occidental. On a livré ce qu'on a pu, on a dépassé nos propres lignes rouges, que ce soit les chars, que ce soit la possibilité de frappe maintenant à plus longue portée. Donc, il élargit, il rend international ce conflit en premier lieu, et il accuse de la même chose les Occidentaux. Et donc, c'est vraiment cette façon de retourner la situation de manière systématique pour pouvoir conforter aussi ses alliés. Aude-Sophie Burit, justement, là on a vu cette citation de Vladimir Poutine. Le Kremlin a dit les États-Unis jettent de l'huile sur le feu. Oui, mais c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que c'est la propagande russe de dire ça n'est pas
de notre fait, de notre faute. Les fauteurs de guerre, ce sont les Occidentaux, et nous ne faisons que riposter à une menace qui est à nos frontières, qui est celle de l'OTAN, et l'Ukraine ne serait que la marionnette de l'OTAN. C'est le cas depuis le 23 février 2022, on peut dire, et c'est ce qui a justifié l'invasion totale de l'Ukraine, comme si on avait oublié que l'invasion, elle avait commencé bien avant. Comme si, mais ça marche, parce que ça marche sur la population russe. Nous, occidentaux, on se dit, mais non, ça n'est pas cohérent, puisque vous aviez déjà commencé une invasion de l'Ukraine auparavant. Mais la propagande russe, elle marche plutôt bien sur la population, parce que c'est de la propagande. Et donc, quand on entend Dmitri Peskov dire Biden jette de l'huile sur le feu, nous, ça nous fait peut-être doucement rigoler, mais ça marche sur la population russe de dire, ben oui, ils autorisent les missiles à longue portée sur notre territoire. Mais quoi ? C'est une atteinte à notre intégrité territoriale. La population russe oublie assez vite que l'intégrité territoriale de l'Ukraine est violée depuis plusieurs années. Et alors justement, Général Duttart, pour qu'on comprenne ce qui se joue là, est-ce que là, on voyait quand même la portée limitée de ces missiles longue portée, justement. Est-ce que ça peut permettre de récupérer des territoires? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que le but, là, c'est, dans une phase peut-être de négociation qui va avoir lieu prochainement, de peser? Quel est l'impact? Qu'est-ce qui est en train de se jouer concrètement en ce moment? Je crois que vous avez résumé l'affaire. Hein. Regagner le territoire, je n'y crois pas. Je crois qu'on n'a pas assez d'armement, on n'a pas assez d'hommes, on n'a pas assez de matériel pour porter ces armements. Limiter la pression dans la région de Koursk, oui, pour être en position, pas de force, mais d'avoir quelque chose à échanger le jour où une négociation, ou en tout cas un cessez-le-feu pourrait apparaître, pour essayer de voir comment on pourrait sortir de ce conflit à haute intensité non-stop depuis, vous le rappeliez, bientôt 1000 jours. C'est absolument incroyable, on n'a jamais vu ça. D'ailleurs, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut aller rechercher loin, des journées avec autant d'activités sur un front aussi étendu. Donc, non, ça a un impact, tout armement a un impact, toute autorisation a un impact. Après, le mesurer quantitativement, je pense que ça permet de donner un peu d'oxygène aux troupes ukrainiennes actuellement, d'offrir de nouvelles possibilités, freiner la pression russe. Mais c'est vrai que d'ici au 20 janvier, donc la prise de fonction du président Trump, il y a un gros enjeu, une forte pression, non seulement sur les militaires, mais évidemment sur les populations civiles, avec ces attaques notamment sur les systèmes énergétiques. Et Aude-Sophie Burridge, comment comprendre cette décision de Joe Biden? On le disait, il lui reste 2 mois avant la fin de son mandat. C'est quoi? Décision baroud d'honneur? Comment l'interpréter? Un message envoyé à Poutine, envoyé à ses alliés? Comment faut le comprendre, ça? C'est difficile, et d'ailleurs... Et la Chine aussi, peut-être? Ça a pas mal surpris. Hier, peu de gens s'attendaient à une annonce de ce type, une semaine après avoir rencontré Donald Trump. Donc, certains dans la presse américaine analysent ça comme peut-être une conversation qu'ils auraient eue tous les deux la semaine dernière. Effectivement, en tout cas, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que c'est une demande de la part de l'Ukraine depuis des mois. Donc, ça ne sort pas non plus de nulle part dans la tête de Joe Biden. Justement, aujourd'hui, à 2 mois de la fin de son mandat, à 1 semaine après cet échange avec Donald Trump, que cette annonce soit faite. Les troupes nord-coréennes, notamment. C'est en tout cas, c'est une réaction. C'est ce qui est dit par... Il fallait faire quelque chose. Et donc, c'est un premier pas. Mais je pense qu'en parallèle, il devrait y avoir peut-être une initiative européenne. Il faut réfléchir à différents scénarios, sans pour autant envoyer des troupes sur le front. Mais on peut imaginer certaines choses, une montée en puissance, des accords. On peut imaginer plein de choses. Je prends un exemple. On pourrait imaginer que 3 pays majeurs comme l'Allemagne, voire 4 pays, l'Allemagne, les Grandes-Bretagne, la France et la Pologne, décident, on a un accord bilatéral pour protéger telle zone. Et on fait un déploiement dans certaines zones, pas forcément sur ligne de front, mais ne serait-ce que du côté du sud, Zaporizhzhia, comme prépositionnement
dans le cadre d'un accord bilatéral et si nécessaire, et éventuellement envisager une no-fly zone. Enfin, avoir une proposition, avoir une initiative, dialogue, de manière à ne pas rester en dehors d'une éventuelle décision du président Trump au bon vouloir du président Poutine, et alors qu'on fournit la moitié de l'aide et c'est avant tout un problème ukrainien, mais également européen. Il faut comprendre que l'Ukraine, c'est le bouclier de l'Europe aujourd'hui, et également le bouclier de l'OTAN. Je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire qu'effectivement, cette décision de l'administration Biden, elle se comprend aussi par la volonté très claire en fait, de l'administration Trump de donner un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu sur la ligne de front actuelle, c'est pas envisageable pour les Russes tant que la zone de Koursk est en partie occupée par l'Ukraine. Donc effectivement, il est très clair que les Russes vont mettre le paquet pour essayer de récupérer la zone de Koursk avant le fin janvier. Donc effectivement, donner des attaques aériennes, ça peut permettre aux Ukrainiens de ralentir au maximum et de conserver cet atout. Mais par contre, là où je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire le général, c'est que dans tous les cas, en fait, si jamais il y a ces discussions entre Trump et Poutine, le grand absent au-delà de l'Ukraine, c'est l'Europe. Et donc effectivement, l'une des façons aussi d'alléger un peu la pression de l'Ukraine pour éviter une espèce de cessez-le-feu qui lui serait complètement défavorable, c'est justement que l'Europe arrive avec une proposition sur la table pour peser dans les négociations en faveur de l'Ukraine et justement empêcher un cessez-le-feu qui serait grosso modo une pseudo-capitulation ukrainienne. Alors justement, je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, qui s'est exprimé sur l'éventuelle utilisation de missiles longue portée. Écoutez. Vous avez entendu le président Macron le 25 mai à Meseberg, au début de cette année, où nous avons dit ouvertement que c'était une option que nous envisagerions si elle permettait de frapper. Vous savez, des cibles à partir desquelles les Russes agressent actuellement le territoire ukrainien. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. Général Duterte, comment interpréter cette prise de parole du ministre sur des missiles français? Ça veut dire que Paris et notre mesure Londres ont proposé déjà d'utiliser leur Storm Shadow ou leur Scalp directement sur le front, même en Russie éventuellement. Mais la seule chose qu'ils disent, c'est que c'est vraiment sur des cibles militaires qui permettent d'attaquer aujourd'hui l'Ukraine. Donc c'est la seule restriction qu'eux mettent, mais ils ne mettaient pas de limitation sur le positionnement de ces installations, ce qui donne quand même des capacités de réaction ukrainienne qui étaient intéressantes. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Tout simplement parce que dans ces fameux missiles, il y a un composant américain. Et à partir du moment où il y a un composant américain, eh ben, il faut le feu vert américain, ce qui n'était pas donné. On sait si là, quels sont les stocks actuellement et jusqu'où peuvent aller les Ukrainiens à l'heure qu'il est avec les stocks qui. Alors les stocks, on les connaît à peu près, mais c'est secret. On va pas vous les donner à l'antenne parce que non, c'est vraiment des enjeux majeurs. Ce qu'on ne sait pas, par contre, aujourd'hui, c'est un peu plus de précision sur le contour de cette autorisation donnée par l'administration Biden. Je pense que le président Biden devrait s'exprimer à un moment pour donner un peu plus de choses parce qu'on entend ces informations que par voie de presse. Donc, c'est pas très clair, effectivement, d'attaque MS dans la zone de Koursk. Mais est-ce qu'on peut débloquer aussi les missiles, les cruise missiles européens? Ça, c'est pas clair encore. Valérie Faure-Muntian, oui. Aujourd'hui, on a besoin effectivement de plus de précision et puis il faut que les dirigeants européens et américains se parlent parce qu'il y a un enjeu, on en a parlé tout à l'heure, pour l'Europe de se repositionner avant que Donald Trump prenne place à la Maison-Blanche, du fait même des déclarations qu'il avait faites pendant sa campagne. Bon, qui va régler ça en une semaine, ça c'est un autre sujet, mais surtout la personne qu'il a choisie pour diriger leur renseignement a été très claire au début de la guerre et de l'invasion russe sur le fait que c'était une réaction légitime de la part de la Russie. Donc il y a à craindre que les proches de Donald Trump puissent retourner complètement la situation et faire de la victime qui est l'Ukraine plutôt le bourreau. Donc il est quand même utile que l'Europe prenne ses responsabilités et que tout le monde communique sur cette autorisation. Quelle est sa portée, quel est le niveau des autorisations. Il y a eu l'ancien Premier ministre britannique qui a fait immédiatement une déclaration en disant que la Grande-Bretagne devait aller de l'avant, elle aussi. Certes, mais comment Général Duterte, est-ce que vous disiez l'Europe doit se mettre d'accord, doit avancer? Est-ce que c'est possible?
Ou est-ce qu'il faut être très, très optimiste? C'est toute la difficulté de l'Europe, en fait. L'Europe, oui, très bien, quel numéro? Et donc, il est important que les nations majeures, notamment le triangle de Weimar, les Allemands, les Français et les Polonais, et en parallèle les Britanniques, aient, à mon avis, une initiative. On ne manque pas de discussion. Olaf Scholz en a pris une. Il est beaucoup critiqué. Mais après tout, ça n'engage pas d'avoir une discussion avec le président Poutine parce que au moins c'est un Européen qui a une initiative. Et donc je pense que c'est dans cet esprit-là, de ne pas laisser uniquement le résultat de la discussion entre Trump et Poutine. Donc c'est bien que les Européens apparaissent. Maintenant, il faut qu'ils apparaissent groupés, qu'une initiative lisible, claire. Et il y a des choses qui sont possibles, il faut travailler là-dedans. C'est pas simple parce que politiquement c'est pas simple en France, politiquement c'est pas simple en Allemagne, en Grande-Bretagne c'est pas simple non plus parce que voilà c'est la vie de notre démocratie dans une période de crise. Mais je crois que c'est très important. La raison d'être de l'OTAN, c'est se protéger des menaces. Il n'y en a qu'une aujourd'hui, en dehors du terrorisme, c'est la Fédération de Russie. Donc on doit mettre les moyens là-dedans. Alors justement, on va en parler avec notre confrère Xavier Chemisser depuis la rédaction internationale de France 24, puisque dans ce contexte, on disait les capitales européennes semblent avancer divisées. Bonjour Xavier Chemisser. Il y a cette question, faut-il parler avec Vladimir Poutine? On le disait, le chancelier allemand Olaf Scholz et Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone vendredi dernier, le 15 novembre. De son côté, Emmanuel Macron lui dit que les conditions ne sont pas encore réunies. Effectivement, et cette question, finalement, elle est aussi vieille que l'invasion russe, celle de février 2022. Après la découverte des exactions russes à Boutcha, rappelez-vous, les chancelleries, déjà, s'étaient heurtées à la question. Joe Biden avait tiré un trait sur cette éventualité, qualifiant le président russe de criminel de guerre. D'autres continuant de parler au maître du Kremlin, certains avec l'espoir de le raisonner, comme Emmanuel Macron, d'autres pour tenter tout simplement de tirer leur épingle du jeu en obtenant les faveurs du Kremlin, comme Viktor Orban. La visite du Premier ministre hongrois cet été avait d'ailleurs provoqué des vagues au sein des 27. L'appel du chancelier Olaf Scholz, lui, va laisser des traces, ça c'est sûr. L'opposition allemande elle-même s'est saisie du sujet, accusant le chancelier de contribuer à la propagande de Moscou. Les 27 là-dessus avancent divisés, vous l'avez dit. Emmanuel Macron, par exemple, considère que Vladimir Poutine n'est pas prêt pour la paix, mais ils ne s'abstiennent pas, les 27, de critiques à l'encontre de Berlin, orphelin de gaz russe, à bon marché et enclin à en croire certains, pour ne pas dire nombreux, à tenter de tourner la page un peu trop vite pour relancer la machine économique allemande. Une attitude qui lasse à Kiev, illustration avec cette déclaration du ministre des Affaires étrangères ukrainien. Les conversations avec le dictateur russe n'apportent aucune valeur ajoutée pour parvenir à une paix juste. Des actions concrètes et fortes seraient préférables pour contraindre la Russie à la paix. Les retards de livraison allemands agaçaient Kiev, mais cet appel, cette fois, met en colère. En 2022, déjà, les États baltes et d'Europe du centre s'étaient émus des discussions Macron-Poutine ou Scholz-Poutine. Discussion condamnée alors par la première ministre lettoyenne Kaja Kallas, future haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères. Elle entrera bientôt en fonction. À l'époque, sa sortie, le gaz est peut-être cher, mais la liberté n'a pas de prix, avait marqué les esprits. Kaja Kallas sera bientôt aux commandes, donc au sein de l'Union européenne, et elle va se confronter à cette lassitude face aux initiatives individuelles au sein de l'Union européenne. Après 1000 jours de conflit, Josep Borrell, qui va lui laisser la place, livrait tout à l'heure un bilan sans concession. Trop souvent, nous n'avons pas été unis. Trop souvent, les discussions ont duré beaucoup trop longtemps. Merci beaucoup Xavier. Xavier Chemisser depuis la rédaction internationale de France 24. Valéria Formuntian, comment ça a été perçu effectivement ce coup de fil entre Olaf Scholz et Vladimir Poutine en Ukraine? Autant au départ de démarrage du conflit, les Ukrainiens trouvaient ça pas inutile, mais en tout cas révoltant que les dirigeants européens puissent discuter avec Vladimir Poutine après les déclarations que Vladimir Poutine avait faites sur cette opération spéciale, n'est pas une guerre, avec les bombardements qui étaient assez massifs au départ. Aujourd'hui, c'est un non-événement. D'après eux, c'est totalement inutile. Ça fait 2 ans que Vladimir Poutine a prouvé que le dialogue avec lui n'était pas possible. Seul le rapport de force fonctionne. D'ailleurs, les Ukrainiens ont réagi assez étonnamment à l'élection de Donald Trump, par exemple, parce que d'une part, Donald Trump n'était pas forcément celui qui était le plus favorable à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. En tout cas, semblait-il que ce n'était pas sa priorité, mais plutôt la paix à n'importe quel prix. Mais de l'autre côté, ils ont plébiscité un homme qui est capable de tenir tête à Vladimir Poutine et parler de menace à menace
comme Vladimir Poutine aimerait gérer les choses, ou comme la façon dont Vladimir Poutine gère les choses. Il trouve presque les Européens trop mous, trop gentils à l'égard de Vladimir Poutine et à l'égard de la Russie, parce qu'ils voient l'aide qu'il leur a apportée, ils en sont infiniment reconnaissants, mais ils estiment qu'on aurait pu mieux faire en ce qui concerne les sanctions et les privations de liberté des dirigeants russes. On aurait pu avoir une réponse plus forte vis-à-vis de l'économie russe et ça aurait peut-être aidé un petit peu plus les Ukrainiens à se défendre parce qu'on aurait enlevé des capitaux du financement de la guerre. Donc, voilà. On attend de voir comment les choses vont se dérouler à partir de l'année prochaine, en Ukraine en tout cas. Mais ce genre d'événement n'est plus très commenté. Il y a presque une lassitude, si vous voulez, de la part des Ukrainiens. Ulrich Bouna, qui représente l'Europe aujourd'hui sur la scène internationale ? C'est pas lié qu'à la guerre en Ukraine, hein, c'est un peu une question plus globale. Il y a effectivement, alors quand même la Commission depuis le Covid et depuis la guerre en Ukraine est effectivement montée en représentativité, on va dire. Les visites justement de l'exécutif européen à Kiev ont quand même été extrêmement nombreuses et relativement symboliques dès le début de la guerre. Après, effectivement, chaque pays malheureusement joue toujours un peu sa partition. Olaf Scholz, effectivement, au-delà du fait effectivement d'essayer peut-être de faire entendre une voix européenne sur une possible négociation à venir, il y a quand même des vraies problématiques internes qui l'incitent à prendre ce coup de fil. Donc effectivement, c'est toujours très compliqué. Mais une façon... Alors, il y a certains sujets, l'aide financière de l'Union européenne nécessite effectivement en général un accord global des 27. Et d'ailleurs, globalement, il est en général obtenu. Mais on peut tout à fait imaginer, sur un scénario où effectivement ce serait plus une aide militaire, on peut imaginer une espèce de coalition de pays qui souhaiteraient vraiment y aller. On n'a pas besoin d'avoir 27 pays qui donnent leur feu vert pour y aller. Ça pourrait être fait dans un cadre de l'OTAN. Et je pense que c'était d'ailleurs un peu la démarche qui avait été prise par le président Emmanuel Macron lorsqu'il en avait parlé au début de l'année. C'était lancer l'idée et voir finalement si quelques pays sont intéressés. Et pourquoi pas. Alors, bon, ça avait été compliqué. Il y avait eu beaucoup de critiques par rapport à ça, mais je pense que c'était intéressant de lancer l'idée, de voir que certains pays, les Baltes, la Pologne, l'avaient plutôt bien accueilli, et donc pourquoi pas effectivement envisager à moyen terme que ce serait peut-être pas les 27, mais une partie des 27 sous cadre otanien qui serait déployée, par exemple, pour aider à protéger le ciel ukrainien. Général Dutartre, est-ce que l'annonce de Joe Biden, enfin les fuites, peuvent peser effectivement sur l'Europe et notamment sur l'Allemagne ? En toute honnêteté, je ne sais pas. Je pense que tout le monde est conscient qu'il faut faire quelque chose en Europe, mais personne ne sait trop par quel bout le prendre. Ce n'est pas non plus, malheureusement, la priorité des dirigeants aujourd'hui dans leur agenda. Ils ont d'autres problématiques en interne. Parfois, on peut les comprendre, mais il faut regarder, nous, en France... Par exemple, Emmanuel Macron, là, je posais la question du leadership en Europe. Bon, là, visiblement, on vient de parler de la situation en Allemagne. En France, Emmanuel Macron, lui aussi, est en difficulté. Ou alors, on peut se dire, maintenant qu'il lui reste que la politique étrangère, autant y aller. Oui, mais c'est vrai que je pense, tout le respect que je dois au président Macron, est peut-être un peu moins audible aujourd'hui aussi, avec cette dissolution de l'Assemblée et les problèmes en interne. Vous voyez, aujourd'hui, la problématique, c'est l'agriculture. Et c'est les problèmes de Mercosur. Et là, le G20 est intéressant parce que c'est l'occasion d'avoir une tribune beaucoup plus large, de discuter franchement avec plusieurs pays sur qui pense quoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme initiative. Peut-être qu'à l'issue du G20, il y aura une position annoncée non pas du G20, mais peut-être de quelques pays européens pour faire quelque chose, parallèlement, si vous voulez, à une sorte d'engagement américain. Peut-être que nous, on peut faire aussi quelque chose d'initiative. Je pense qu'il faut que l'Europe, en tout cas certains pays européens, soient présents. C'est important, non seulement politiquement, mais également pour aider nos amis ukrainiens. Aude-Sophie Burridge, qu'est-ce qui peut se passer le 20 janvier prochain lorsque Donald Trump va prendre ses fonctions? Alors, il avait promis de sortir ma boule de cristal. De mettre fin à la guerre en 24 heures. Est-ce que là, vu les déclarations, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que, par exemple, on le disait tout à l'heure, ils ont parlé la semaine dernière avec Joe Biden. Est-ce qu'ils ont parlé de ce sujet? Est-ce que
Voilà, il a donné son accord. À quoi on peut s'attendre? Ce qu'on remarque, c'est que déjà, après ces fuites dans la presse, on n'a pas de réaction officielle de la part du camp Trump, à part son fils qui a tweeté. Oui. Mais bon, on peut penser que c'est plutôt une initiative personnelle. Donc, on peut imaginer... Qu'est-ce qu'il a tweeté Alors, justement, je suis en train de chercher ma citation. Oui. C'était sur les profiteurs de guerre, je crois. Voilà, c'est le complexe militaro-industriel et a fait encore son œuvre. Ouais. Imbécile, il faut bloquer les fonds, les millions de milliards de dollars. C'est préoccupant, hein, parce que... Et puis alors, il y en a un qui disait... C'est préoccupant, mais ce que je veux dire, c'est que... Ah voilà, la citation, normalement, devrait s'afficher à l'écran. Voilà, le complexe militaro-industriel, sans vouloir s'assurer que la 3e guerre mondiale soit déclenchée avant que mon père ait eu la chance de créer la paix et de sauver des vies. Il faut bloquer ces milliers de milliards de dollars. Foutue vie, imbécile. Voilà, citation. Alors, c'est préoccupant, notamment parce qu'on voit cette rhétorique russe de la menace d'une 3e guerre mondiale, que finalement, si... On dépasse les lignes rouges fixées par Vladimir Poutine. On aura la responsabilité, nous, occidentaux, aux États-Unis, d'avoir déclenché cette 3e guerre mondiale. Donc, Donald Trump Jr. reprend ça à son compte. Mais ce que je disais, c'est que pour l'instant, on n'a pas de réaction officielle. Et pourtant, on sait que Donald Trump Senior a la gâchette facile en termes de réaction sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je disais, on peut penser qu'il s'agit d'une réaction plutôt personnelle. Donc vous me disiez, qu'est-ce qu'on attend le 20 janvier prochain? Honnêtement, on n'en sait rien, mais je voulais revenir sur le côté, sur la réaction des Ukrainiens à l'annonce de la victoire de Trump. Pourquoi ils n'étaient pas aussi effondrés qu'on pouvait le penser? C'est parce qu'il y a ce côté imprévisible chez Trump, ce côté narcissique, oui, voilà, homme fort, avec un ego important. Et il va vouloir montrer à Vladimir Poutine qu'il est cet homme fort qui est à la tête de la première puissance mondiale. Donc, il y a ces deux aspects-là. Certes, il dit qu'il va résoudre le conflit en 24 heures sans problème, et on peut imaginer que sa façon de le faire, c'est d'accéder aux conditions russes, en tout cas de leur laisser les territoires conquis en Ukraine. Mais d'un autre côté, il y a cet aspect viril, puissant, qui peut laisser espérer que quand il se retrouvera face à Vladimir Poutine, il y a sa vanité, son ego, qui joue une part importante dans cette relation. Décision. Valéria Formuntian, oui. Lors du premier mandat de Trump, il avait été assez évident que l'Europe avait droit à son autonomie stratégique du point de vue diplomatique. Ils ne se préoccupaient absolument pas de nous. Ils s'en fichaient, à part nous mettre une pression économique. Tout le reste, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est ce qui se passait en Asie. Il est grand ami d'Israël également. Mais en tout cas, l'Europe n'était pas son sujet. Donc, c'est presque une épine dans son pied d'arriver en poste et d'avoir cette guerre en Ukraine sur le territoire européen, parce qu'il veut s'en débarrasser le plus rapidement possible pour ne pas s'en occuper. D'où l'importance de la réaction européenne dans cet intervalle de temps avant sa prise de poste. Maintenant, les Européens ont tendance à être plutôt discrets dans leurs négociations, parce que plus ils en parlent, plus la température monte et plus des oppositions se révèlent dans la presse. Donc, il est absolument intéressant de voir d'ici quelques jours, qu'est-ce que les Européens auront décidé avant le 20 janvier à mettre en place. Mais c'est plutôt normal qu'aujourd'hui, rien ne filtre, parce que c'est quand même des sujets extrêmement importants du point de vue stratégique. Ulrich Bouna, oui. Oui, parce que, alors certes, effectivement, il est imprévisible et il a beaucoup d'ego, mais il y a quand même il faut qu'on pourra même prendre en compte le corpus intellectuel et idéologique des gens qui l'entourent, qui, eux, pour le coup, dans leur écrasante majorité, sont effectivement pour abandonner l'Ukraine, parce qu'effectivement, ce n'est pas leur sujet, en fait. Leur sujet, c'est l'Asie, c'est la Chine, et donc ce qui se passe en Ukraine, quand bien même il y aurait des vraies conséquences géopolitiques mondiales sur abandonner l'Ukraine, mais effectivement, de leur point de vue, ça n'a aucun intérêt, en fait. Donc, ils sont tout à fait prêts, je pense, à abandonner l'Ukraine, et je pense que Vladimir Poutine sera suffisamment habile, comme l'avait fait Kim Jong-un à l'époque, de jouer sur justement l'ego de Donald Trump en lui disant « je vais te donner un accord ».
Et Donald Trump est tout à fait capable de tomber là-dedans, en fait. Enfin, quand on se rappelle de ces rencontres avec Kim Jong-un qui n'ont mené strictement à rien, mais qui ont permis de relégitimer, en fait, le dictateur nord-coréen avec ces 3 entretiens, en fait, il est tout à fait probable qu'effectivement, ça permette un petit peu comme les accords de Munich avec certains hommes politiques rentrant, en montrant le papier en disant « nous avons sauvé la paix », que Donald Trump fasse la même chose, que Vladimir Poutine finalement lui fasse entre guillemets ce cadeau, et que Donald Trump rentre à Washington en disant « regardez, j'ai négocié la paix, passe au dossier suivant ». Est-ce que, dernière question, Général Duterte, est-ce qu'il est possible, avec Donald Trump, une paix sans perte territoriale pour l'Ukraine ? Moi, ce que je pense, c'est qu'il est possible d'un cessez-le-feu. La paix, j'y crois moins. C'est-à-dire qu'un peu style de ce qui s'est passé en 2014 dans le Donbass, de fait, il y avait des positions de part et d'autre, ou en Corée du Nord et Corée du Sud, où la paix n'a toujours pas été signée. Je pense plus à ce scénario-là qu'à un autre scénario aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec moi. Merci Général Patrick Duterte, merci Valéria Faure-Muntian d'avoir été avec moi, merci Ulrich Bouna et merci Aude-Sophie Burridge d'avoir été avec moi pour nous éclairer sur ce sujet.